bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce journal des Alpes. Il est 19 h dans l'actualité de ce dimanche 18 septembre. Un événement qui n'avait plus lieu depuis plusieurs années. Effacé par le malaise au sein de la fédération départementale. À la veille des primaires et de l'élection présidentielle, les Républicains de l'Isère ont fait leur rentrée politique à Chirins aujourd'hui. Un rassemblement placé sous le signe de l'apaisement et de la mobilisation. Du sport également, comme chaque dimanche soir, tour d'horizon des compétitions et des résultats dans notre région avec Frédéric Lefrançois. Du hockey, du rugby, une médaille olympique d'argent, un peu de golf et de moto. C'est un peu dans le désordre, mais tout ça va s'éclaircir avec lui dans la page des sports de ce journal. Enfin, c'est une des nouveautés de cette rentrée sur France 3 Alpes. Chaque dimanche soir également, un entretien grand format avec une personnalité de notre région. Et pour ce premier numéro, celui qui en quelques secondes a fait vibrer la France lors des derniers Jeux Olympiques de Rio, le sprinter savoyard Christophe Lemaître, médaillé de bronze sur 200 mètres. Mais d'abord, vous avez été nombreux à profiter encore de ce dimanche pour découvrir ou redécouvrir ce qui fait notre patrimoine local. Lieux historiques ou plus insolites étaient ouverts au public. C'était le cas, par exemple, du cimetière Saint-Roch à Grenoble en Isère, livrant mieux qu'un livre d'histoire. Vous allez le voir, les secrets et anecdotes de la ville et de ses habitants. Au reportage de Jordan Guéant et Dominique Semet. Saint-Roch est un musée à ciel ouvert, l'histoire de Grenoble gravée dans le marbre de ses 25 000 stèles. Le passé de toute une ville, de ses grandes familles, de ses anciens maires comme Renaudon ou Beria. Il avait parmi ses amis Champollion. Par contre, Stendhal ne l'aimait pas du tout. Voilà. Et dans ses écrits, il a dit de lui, c'est un personnage vaniteux, fait exprès pour être un bon maire d'une grande ville de province. La stèle d'Hugues Beria se trouve ici. Effectivement, les liens sont très étroits puisque la sœur de Hugues Beria, Zoé Beria, a épousé Champollion. Mais la famille Champollion est inhumée à Vif, elle n'est pas ici. Amour et rivalité, grands destins ou petites anecdotes, beaucoup ont laissé leur nom aux rues grenobloises. Ici, leurs histoires, leurs vies se révèlent à nouveau. J'adore ma ville et j'étais déjà passée. Avant, j'habitais à l'île Verte juste derrière. Et donc, j'ai jamais visité le cimetière. Il y a eu des curies qui vont à la Salette, qui ont fait l'histoire un peu de la ville. Et puis là, on continue avec des industriels qu'on connaît par les noms des entreprises. Alors, le cimetière Saint-Roch est même défendu, protégé par une association. Et nous essayons, nous, de trouver des financements pour restaurer certaines tombes ou de sensibiliser la mairie pour attirer son attention sur des tombes qui mériteraient d'être, des fois, tout simplement nettoyées. Le temps d'un week-end, les visiteurs ont donc pu constater ce paradoxe. Le cimetière est un patrimoine bien vivant. Politique à présent, je vous le disais en titre, les Républicains de l'Isère étaient rassemblés aujourd'hui à Chirins. Une fête militante longtemps restée absente des agendas. Habituée aux luttes intestines ces dernières années, la fédération départementale s'est montrée unie et apaisée. Au cœur des discussions, bien sûr, les primaires et l'élection présidentielle. Reportage de Christian Deville et Joël Serroni. Impossible pour les actuels dirigeants de dater le dernier événement convivial du même genre. C'est dire le malaise qui régnait au sein de l'ancienne UMP iséroise. Mais aujourd'hui, l'heure est à l'unité et à la mobilisation. Le passé est le passé, c'est ce qu'a dit M. Barbier, mais le passé nous fait grandir et nous serons tout à fait sereins dans cette élection. Au niveau militant, il n'y a pas du tout de parti pris pour quiconque et une volonté que ces élections soient réussies. Il y a des petites batailles dans notre famille malheureusement, mais je suis certain que le candidat qui sortira des primaires va pouvoir emmener toute la famille politique vers la victoire, ça c'est certain. Il ne fait aucun doute en effet pour les militants LR que le vainqueur de la primaire sera le futur président de la République. D'où l'importance de la bonne tenue de la campagne et du scrutin. Nous avons 173 bureaux de vote, nous avons mobilisé en Isère, tous les bureaux sont quasiment constitués, au minimum 4 personnes par bureau. Les candidats, bien sûr, pourront avoir chacun leur représentant dans chaque bureau. Moi, je souhaite que ces élections soient exemplaires pour que les résultats ne soient pas contestés, et ce sera le cas. Moi, j'ai confiance parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre. Les Français n'accepteraient pas qu'une nouvelle fois, une famille politique ne respecte pas des règles et se déchire au moment d'une primaire. Quant aux favoris de la primaire, les militants isérois paraissent être au diapason de leurs dirigeants, majoritairement en faveur de... Moi, je suis un militant de la première heure pour Nicolas Sarkozy.
ce sera Bruno Le Maire pour moi. Personnellement, je suis assez Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Le premier tour de scrutin des primaires de la droite et du centre est fixé au 20 novembre prochain. Après la politique, un mot de justice. Et demain s'ouvre devant le tribunal correctionnel de en Isère le procès des violences de Moirans. 12 prévenus attendus pour répondre de leur participation supposée aux émeutes qui avaient profondément secoué et marqué la petite commune iséroise. C'était à l'automne dernier. Des violences suscitant une vive polémique politique à quelques mois des élections régionales. Le rappel des faits avec Joël Serroni. C'était le 20 octobre 2015, les rues de Moirans, théâtre de scène d'une véritable guérilla urbaine. Des images qui ont profondément marqué l'opinion publique. 35 voitures brûlées, une route nationale coupée, une voie ferrée entravée, la population d'une commune moyenne de 8000 habitants sous le choc. À l'origine de cette flambée de violence, le refus par la justice d'autoriser la sortie d'un détenu pour qu'il assiste aux obsèques de son frère. La famille appartient à la communauté des gens du voyage qui vit dans un camp sédentarisé près de la gare. Dès le lendemain des incidents, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, vient sur place pour féliciter les forces de l'ordre, répondre aussi aux accusations de laxisme. Puis c'est le tour de Manuel Valls, le Premier ministre, le 6 novembre. Il rencontre les élus et les victimes qui s'impatientent. L'État, et je l'incarne ici avec vous, à vos côtés, est là pour vous dire, nous n'oublierons pas ce qui s'est passé. À la mi-janvier, 3 mois après les faits, les gendarmes procèdent aux premières interpellations. Une opération d'envergure dans le quartier où vit une communauté sédentarisée depuis de nombreuses années. Le temps de la justice est venu. Auditions et mises en examen vont se succéder pour aboutir aujourd'hui au renvoi de 12 personnes devant le tribunal correctionnel. 3 mineurs seront jugés dans un deuxième temps par le tribunal pour enfants. Voilà, et j'ajoute que ce procès qui doit s'ouvrir demain doit durer 15 jours. Les prévenus qui comparaissent libres encourent une peine de 10 ans d'emprisonnement. Direction Évian, en Haute-Savoie, à présent, où s'est achevé ce soir l'Évian Championship, l'un des tournois majeurs de golf féminin. Durant 4 jours, les meilleures joueuses mondiales se sont affrontées sur le green. Derrière les paillettes de la compétition, il y a toujours de nombreuses petites mains comme Laura, une jeune apprentie jardinière qu'ont rencontré Maxence Regnault et Jordan Guéant. Regardez. Voici Laura. À 25 ans, cette jeune horticultrice paysagiste s'est lancée un nouveau défi. Travailler dans l'un des plus sélects domaines de la jardinerie, le golf. Rester dans un bureau, ça me plaisait pas. Donc du coup, je suis retournée sur le terrain pendant 2 ans et demi. Et j'ai repris un BTS. Et grâce à ce BTS, j'ai découvert une nouvelle passion, donc, qui est les terrains de sport type foot et golf. Mais être jardinière au golfe d'Évian, c'est 18 trous à gérer, 6 km de parcours. Alors même en apprenti, du travail, il y en a partout et tout le temps, avec bien sûr un petit aménagement pour Laura. Souvent, on les fait commencer par les tontes sur les départs où c'est assez plat. Et puis après, on essaye sur les greens, les avant-greens, parce que comme vous pouvez voir derrière, il y a quand même pas mal de mouvements. Donc c'est assez technique, il faut bien gérer la tondeuse. Ouais. Au total, il lui faudra près de 4 ans pour maîtriser les différentes machines et détenir le savoir de ses maîtres jardiniers. C'est vrai que nous, on est les petites mains d'or dans le jardin, donc c'est sûr qu'il faut bien s'y connaître et que ce soit une vraie passion. Et pour Laura, c'est une passion, alors quoi de mieux que d'avoir pu la cultiver pendant l'Évian Championship, l'un des plus grands tournois de golf au monde. Et après les coulisses, retour à la réalité, la compétition et aux résultats avec Frédéric Lefrançois. Et on ouvre cette page sport, Frédéric, avec du golf, évidemment. Et les derniers coups de l'Évian Championship se sont joués cet après-midi, justement. Et la gagnante, c'est cette jeune femme, Ingi Chun. Âgée de 22 ans, la Coréenne a réalisé un tournoi remarquable qu'elle a dominé de bout en bout. La première Française, Karine Hicher, est 30e de ce Master, qui ressemble à s'y méprendre à la Coupe d'Asie, puisque 5 Coréennes et 1 Chinoise trustent les 6 premières places.
Voilà, et du vert, on passe au bleu, Frédéric, avec une super bonne nouvelle. Une superbe nouvelle et une nouvelle médaille en argent pour David Smetanine qui viendra compléter sa collection de titres paralympiques. Une médaille d'argent obtenue sur le 50 mètres nage libre après Athènes, Pékin et Londres. Le nageur grenoblois remporte donc un nouveau titre. C'est un champion, un vrai grand champion qui se pose des questions sur la suite des événements et de sa carrière. On l'écoute au micro de nos confrères de France 3 Auvergne. Ça fait 22 ans que je m'entraîne et 22 ans que je nage à haut niveau. J'ai 41 ans, ça fait plus de la moitié de ma vie et c'est long. Et je suis dans une belle région, en Alpes-Auvergne, on a des montagnes, j'ai envie de me mettre un petit peu au ski aussi, de pouvoir faire d'autres choses à côté, sans forcément ne plus nager. J'ai déjà un petit projet qui va être mélangé, je pense, entre le ski de fond et la natation, faire un peu les deux. Et puis si j'ai toujours la caisse, pourquoi pas, hein. Mais ouais, sur le principe, je pense que ça sera mes derniers jeux, probablement. Voilà, on va voir, je sais pas. Voilà, 4 Olympiades, 4 médailles, ça restera quoi qu'il arrive. Un très joli palmarès. Il y avait du rugby aussi ce week-end, Frédéric. Et ça va mal, ça va même très mal pour le 15 isérois, pour les rugbymen isérois qui se sont fait châtier à l'heure du déjeuner dominical par une équipe de Castres qui, elle, avait faim. Résultat, indigestion, décès, 7 au total encaissés par le FCG et une bien triste 4e défaite en 5 journées. Il y avait crise financière. Il y a maintenant la crise sportive. Car la lanterne rouge du top 14, le FCG, a définitivement sombré à Castres. Et il n'a pas fallu longtemps pour se rendre compte que cette 5e journée allait virer au cauchemar. Dès la 9e minute, Rory Cocotte se faufile dans la défense iséroise. Premier essai d'une longue série, car 3 minutes plus tard, c'est cette fois Mathieu Babillot qui va conclure une action limpide, initiée par le chef d'orchestre Rory Cocotte. 10-0, en un quart d'heure, les Grenoblois savent déjà que ce match sera long. Pourtant, à la pause, Castres ne possède qu'11 points d'avance, 20-9, et ce, grâce au coup de patte du buteur isérois Gilles Bosch, auteur d'un 3/3. Seule petite satisfaction de ce match, qui ne suffira pas, loin de là. Car le deuxième acte va confirmer la mainmise castraise et la fébrilité grenobloise sur touche. Action d'école, conclue sans opposition par le deuxième ligne Victor Moreau. 4e essai, qui va signer la résignation définitive de la défense grenobloise. Dans les 7 dernières minutes, Castres va rajouter 2 autres essais transformés pour s'imposer au final 46-9 et 7 essais à 0. Grenoble reste dernier avec 5 points, mais aujourd'hui plus que le classement, c'est la manière qui inquiète. Et pour finir cette page rugby avec un point positif, parlons un peu de Fédéral et de Chambéry qui pour la 2e journée de championnat faisait son premier match à domicile et une première victoire pour Chambéry face à Auch sur le score de 19-12. On poursuit avec les résultats, changement de décor, on parle football et hockey sur glace. Une palette, une vraie fournée de résultats avec effectivement du football et du hockey sur glace. Côté football, en CFA, vous allez le voir, le GF38 et le FC Annecy jouaient à l'extérieur. Le GF38 a fait match nul et le FEC comme on l'appelle, est revenu avec une victoire en poche 2-0 face à Auxerre. Grenoble est actuellement 3e, Annecy 5e. On passe aux résultats de hockey. On jouait hier soir la 2e journée de Ligue Magnus en hockey sur glace donc. Et Grenoble s'est incliné pour son premier match à domicile 0-1 face au Duc d'Angers. Et puis vous nous proposez de terminer à toute vitesse et sur 2 roues, Frédéric. Avec la 80e édition du Bol d'Or qui se déroulait sur le circuit du Castellet dans le Var. Avec une première, effectivement, un équipage 100% féminin et auquel appartient Muriel Simor. C'est elle que vous avez vue au premier plan. Et la pilote iséroise, accompagnée de ses ladies, a réalisé une sacrée belle perf. D'abord en terminant la course à la 23e place du classement général et à la 11e dans la catégorie Super Stock. C'est vraiment un très beau résultat dans un bol d'or remporté debout par Suzuki. Et on termine avec l'affiche, le rendez-vous sportif qu'on a repéré pour vous la semaine prochaine. Il s'agit de la reprise du championnat de handball de première division. Le match en question aura lieu jeudi et il concerne l'équipe de Chambéry qui accueillera pour une ouverture un sacré match quand même, un sacré test, puisque l'équipe de Chambéry accueillera Dunkerque. Coup d'envoi à 20h15 jeudi prochain. Merci beaucoup Frédéric. Voilà pour les sports. On vous retrouve le week-end prochain dans le Journal des Alpes, samedi midi et puis dimanche à 19h. À la semaine prochaine.
Direction Chambéry, à présent, où la 88e édition de la Foire de Savoie vit ses dernières heures au Parc des Expositions. Elle s'achèvera demain soir. 10 jours de démonstrations, explications, tractations parfois pour les 400 exposants présents cette année. Pour les visiteurs, un dernier week-end pour faire des affaires. Reportage dans les allées, au fil des stands avec Grégory Lespinasse et Frédéric Pasquette. C'est une foire dans les règles de l'art. Des jacuzzis au canapé, des casseroles au piano, en passant par les produits du terroir, on y trouve vraiment de tout, même de la musique. On vient tous les ans, donc voilà, pas de souci. Il y a toujours quelque chose à voir, même si on n'achète pas, mais voilà. La foire de Savoie, c'est 10 jours d'affaires ininterrompues. Alors forcément, en fin de parcours, les exposants tirent un peu la langue. On enchaîne salon sur salon, donc c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue, mais on est au courant, c'est comme ça que ça se passe. Septembre, octobre, novembre, c'est 3 mois d'affilée de travail. Et puis c'est un bilan mitigé pour ce mois de septembre hors norme. On a un peu moins de monde sur la foire cette année, un peu moins de fréquentation, mais on a eu une plus belle météo comparée de l'année dernière. Avec encore cette année pas loin de 92 000 visiteurs, le contexte des attentats n'a semble-t-il pas pesé sur la foire. Il faut continuer à vivre d'ailleurs. Ensuite, on est en Savoie à Chambéry. Comme je vous l'ai dit, on est aussi, nous, sur une enceinte fermée, protégée. Heureusement qu'on n'est pas dans cette psychose. On est aussi un peu éloigné des grandes villes, il faut reconnaître. Pour les visiteurs, il reste encore un dernier jour pour réaliser quelques affaires. Ensuite, le rideau se fermera sur cette 88e Foire de Savoie. C'est un nouveau rendez-vous dans le Journal des Alpes. Chaque dimanche, désormais, un entretien grand format avec une personnalité de notre région. Premier invité ce soir, un formidable sprinter, Christophe Lemaître. Médaillé de bronze sur 200 mètres à Rio, il enchaîne depuis son retour les meetings dans toute l'Europe. C'est lors d'un passage à Aix-les-Bains qu'il a répondu aux questions de Yann Gonon. Regardez. Bonsoir Christophe Lemaître. Bonsoir. Merci de nous accueillir, j'allais dire chez vous. On est ici à l'hippodrome d'Aix-les-Bains. Aix-les-Bains où vous revenez tout le temps. On aurait pu penser que vous entraîneriez à Paris. Ben non, vous avez la fidélité à Aix-les-Bains. Pourquoi Aix-les-Bains? Tout simplement parce que j'ai tout ce qu'il faut. Je veux dire, j'ai une piste comme tout le monde. J'ai une salle de musculation, j'ai même un terrain en herbe qui est juste derrière où il n'y a pas beaucoup d'endroits en France qui a vraiment un terrain en herbe où on peut s'entraîner. Et puis vous êtes avec la famille, les amis ici aussi à Aix-les-Bains? Ouais, totalement, voilà, j'ai trouvé mon cadre, j'ai trouvé un cadre idéal. Voilà, j'ai ma famille, mes amis, c'est un soutien moral important, ça c'est évident, surtout dans les moments difficiles. Et je pense que voilà, ces gens-là, c'est des gens qui ont toujours cru en moi et qui m'ont toujours essayé de me pousser pour que je fasse de mon mieux, et je pense que c'est important aussi, oui. Alors on a eu beaucoup de mal à vous attraper, vous êtes toujours entre deux trains, deux meetings depuis Rio. C'est difficile après Rio de repartir comme ça dans les meetings, de courir après le chrono? Non, c'est pas difficile parce que c'était quelque chose que je voulais, voilà, parce que je voulais vraiment courir. Maintenant que j'avais réussi ce que je voulais faire à Rio, voilà, maintenant je vais courir juste pour le plaisir, pour m'amuser, avoir de bons moments, et c'est ça qui m'animait vraiment. Christophe, qu'est-ce qui a changé depuis cette médaille à Rio, fantastique médaille? Qu'est-ce qui a changé? Vous n'êtes plus le même? Ah si, je suis toujours le même. Non, je pense que ce qui a changé, c'est peut-être l'attraction médiatique. Voilà, il y a plus, maintenant je reviens un peu plus en la lumière, on va dire. Et voilà, il y a plus de sollicitations, donc maintenant il faut gérer tout ça. Alors vous disiez tout à l'heure, vous avez eu des passages à vide et il y a eu du monde à ce moment-là pour vous entourer. Et après Rio, vous avez préféré parler de renaissance plutôt que de revanche. Qu'est-ce que ça voulait dire, renaissance plutôt que revanche? Je voulais plus courir pour attraper le passé, quoi. Je veux dire, maintenant je voulais vraiment courir vers l'avenir pour moi, pour revenir au plus haut niveau, et c'était ça le plus important. Les défaites du passé m'ont servi à être plus fort mentalement, surtout à me poser les questions, les bonnes questions pour pouvoir progresser et essayer de trouver le moyen de revenir au plus haut niveau. Et c'est une renaissance parce que du coup, voilà, je reviens devant de la scène, je reviens à mon meilleur niveau, je reviens sur les podiums internationaux, et c'était ça mon objectif. Et j'espère maintenant que ça va continuer ainsi et que ça va enchaîner, que ça ne va pas juste, on va dire, l'exploit d'un soir, et que ça va être un exploit parmi tant d'autres, et que ça va continuer dans le même rythme, on va dire. Il y a des choses qui ont changé aussi par rapport à ces dernières années, c'est qu'avant vous étiez un peu renfermé sur vous-même. Alors certains disaient, voire jusqu'à autiste, certains disaient. C'est terminé cette période, vous avez mûri?
Oui, j'ai mûri parce qu'en fait, je pense que dans ce sport, j'ai vraiment vécu beaucoup de choses humainement. C'est-à-dire que déjà, rien que le fait de réussir dans un domaine que tu aimes et que tu vois que tu réussis bien, déjà, ça t'apporte beaucoup de confiance en soi déjà. Alors vous nous avez amené une photo, on demande à chacun de nos invités de nous amener une photo. Cette photo sont vos parents et votre premier entraîneur. C'était où, c'était quand? Qu'est-ce que ça représente? Alors donc c'était à Belay, donc à côté de Culose, là où j'habitais avant avec mes parents. C'était en septembre 2005 où à l'époque je cherchais un sport. Il y avait un club d'athlétisme à Belay qui est une section d'Aix-les-Bains de mon club et qui organisait ce petit sprint sur 50 mètres. Et puis donc il y avait ce coach qui est au milieu de la photo, qui est mon premier coach, qui donc m'a pris en chrono manuel. Et il était étonné parce que j'ai fait le meilleur temps de ce 50 mètres. Comme ça? Voilà, comme ça, ouais. En pleine fête des sports, vous battez un record déjà? Ouais, voilà, j'ai fait le meilleur chrono de cette manifestation. Bon, le coach n'y croyait pas, donc il a voulu que je recours une deuxième fois. J'ai confirmé le chrono et il m'a conseillé de me mettre au sprint parce qu'il a vu qu'il pensait que j'avais du potentiel. Et donc j'ai commencé avec lui, c'est lui qui m'a entraîné pendant mes 2 premières années à peu près avant que je rejoigne Pierre Carras. Christophe Lemaitre, vous êtes un formidable sprinter, mais vous ne faites pas que ça dans la vie. Vous êtes aussi étudiant. Vous étudiez quoi? Là, je vais donc reprendre les études la semaine prochaine. Je vais faire un DU dans des métiers du sport. En fait, c'est un DU donc pour les sportifs de haut niveau. Donc, on va beaucoup travailler sur tout le sportif, c'est-à-dire l'utilisation des réseaux sociaux pour communiquer pour ses fans, travailler son image. Pour aussi travailler vis-à-vis des médias. Vous voyez évoluer comment la compétition pendant encore combien d'années et puis quoi après? Compétition le plus longtemps possible. Moi même. Vous avez 26 ans? C'est ça, ouais. Et je pense que j'arrêterai quand j'aurai plus envie de le faire. Même si je suis pas honnêtement, même si je suis pas performant, mais que j'ai envie de continuer parce que j'aime ça, parce qu'il y a encore la passion, la flamme, on va dire, je continuerai. Même si les performances ne seront plus au rendez-vous, c'est pas grave parce que j'aurai envie de courir et me prendre du plaisir. Après, jusqu'à quand, ça, on verra ça au moment venu, quoi. Merci beaucoup, Christophe Lemaitre. Merci à vous. Voilà, et cet entretien, vous pouvez le retrouver dans son intégralité, bien évidemment, sur notre site internet alpes.france3.fr. Sachez également que l'invité de la semaine prochaine, ce sera Alain Carignon. C'est la fin de ce Journal des Alpes. Merci de votre fidélité. Demain midi, c'est Pauline Allo que vous retrouvez. D'ici là, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée dans les Alpes. À très bientôt.